Bonjour à tous et bienvenue à cette classe de maître axée sur la productivité. Je suis Audrey Bonin, directrice développement des affaires, innovation chez Investissement Québec et je suis en compagnie aujourd'hui de Philippe Girardin de Passio Drummond. Bonjour Salut. Philippe. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette classe de maître. Nous sommes plus de 200 en ligne, donc merci beaucoup d'investir ce temps avec nous ce matin. Aujourd'hui, Philippe va nous parler de différents projets chez Passio Drummond et je me garde le petit privilège de ne pas vous dire où est située l'entreprise. Je laisse le punch à Philippe. Donc, Philippe va nous parler de différents projets que l'entreprise a mis en place au cours des dernières années pour augmenter sa productivité, des projets notamment en automatisation, en transformation numérique, puis on va faire aussi une petite excursion dans le développement durable. Philippe va commencer les prochaines minutes en nous parlant un petit peu de qui est l'entreprise, les projets qu'ils ont faits, puis on va creuser certains d'entre eux avec une section entrevue. Mais vous, cher public, vous ne serez pas en reste parce que vous allez avoir sur votre écran une section clavardage à votre droite où vous allez pouvoir poser vos questions que nous allons adresser à la fin de l'entrevue. Donc, je vous invite à rester attentifs pour pouvoir nous poser vos questions qui vous tarauderaient. Également, j'aimerais vous mentionner que suite à la présentation d'aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel de sondage qui nous permettra de nous améliorer. Donc, je vous demanderai bien gentiment de vouloir remplir le sondage pour pouvoir améliorer les prochains événements que nous ferons ensemble. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe. Merci, Audrey. Merci tout le monde d'être là ce matin. Je suis bien content de pouvoir partager un petit peu notre brin d'histoire avec vous. C'est un petit peu intimidant, le micro, mais je pense qu'on va s'habituer. Tu fais bien ça. C'est qui Passio Drummond? On est qui? On est un manufacturier de béton à la base. On est en affaires depuis 1970. On est la troisième génération. C'est une entreprise familiale. La troisième génération qui est moi, ma conjointe et mon beau-frère. On a intégré l'entreprise en 2015. Puis de notre côté, puis on va le voir, c'est un thème récurrent. De notre côté, on a vraiment un réel souci de faire mieux pour l'environnement. Puis ça va être un fil conducteur un petit peu là, de mon pitch de présentation. Donc, Passio Drummond, on est effectivement à Drummondville et on fait des dalles de patio. Donc, super coup de marketing de notre côté. On a une usine de 200 000 pieds carrés, là, plus de 200 000 pieds carrés de fabrication. La photo qu'on voit ici, c'est avant on avait tout refait notre centre administratif. On a une centaine d'employés. On a un vaste réseau de distribution qui est principalement au Québec. Plus de 95 % de nos ventes sont au Québec en ce moment. Puis le 5 % restant, c'est l'Est du Canada? Ontario-Maritime, un petit peu aux États-Unis, Okay. Nord-est des États-Unis. Ça a commencé ici, en 1970, c'est un poulailler à la base. Le grand-père de ma conjointe, il s'est fait dire par son père, pas en affaires, des dalles de béton, à un moment donné, tout le monde va en avoir au Québec, tu n'en vendras plus. Fait que si on se fast-forward 54 ans plus tard, ben, on avait encore des millions au Québec. Fait qu'il a quand même bien fait de ne pas écouter son père. Fait que c'est avec plusieurs agrandissements, ça c'est le nouveau centre administratif, ben, on est passé d'un poulailler à plus de 200 000 pieds carrés d'usine. Ça en fait des poulets? Ça en fait des poulets. Puis au niveau de notre côté, quand on est arrivé en poste, la nouvelle génération, on a vraiment focusé nos efforts au début pour diversifier la gamme de produits qu'on avait. Attends, on peut diversifier la gamme de produits. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que des dalles de béton, c'est des dalles de béton. Là. Oui, effectivement, des dalles, c'est des dalles, mais on fait plus que des dalles. On le montrait au début, on est assez diversifié. On fait des dalles, du pavé, des foyers, des planchers pour les porcheries, les étables. Donc, on a vraiment essayé de grandir cette gamme de produits-là pour aller chercher des ventes additionnelles. Je pense que vous faites aussi du mobilier urbain, si je m'abuse. Exactement, du mobilier urbain qu'on fait pour les villes, les municipalités. Donc, on a vraiment axé là-dessus en commençant. On s'est dit, let's go, on va vendre plus de stock à plus de monde au Québec. Donc, ça a bien été. Ça a été même mieux qu'on pensait. Fait qu'on a eu une bonne réponse du marché, ce qui a fait qu'en à peu près 3 ans, on a doublé le chiffre d'affaires. Là, ça a mis une pression assez forte sur la production. On va dire, là, les commandes rentrent. Il faut qu'on fournisse. Fait que c'est à peu près ça. De 2015 à 2018-2019, on a focusé à vendre du stock
plus de diversification de produits. Puis ça a bien fonctionné. Là, en 2018-2019, on dit là, il faut faire de quoi d'assez drastique parce que il faut qu'on puisse livrer la marchandise. Donc, on a commencé à investir dans l'automatisation, dans la robotisation, puis vraiment focusser là, sur l'industrie 4.0. Donc, ça, on n'a pas fini, évidemment, parce que c'est une évolution. On va être en constante évolution, mais à partir de cette année, puis pour les 5 prochaines années, notre focus est vraiment axé sur répandre la bonne nouvelle Patio Drummond hors Québec, parce qu'on est vraiment principalement au Québec. Donc, c'est la formule qui fonctionne bien au Québec, on veut la répliquer ailleurs. Okay. Et tout en combinant ça avec réduire notre empreinte carbone. C'est vraiment notre obsession. On se lève le matin, c'est comment qu'on peut faire, c'est pas comment qu'on peut installer des nouveaux robots, c'est comment qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone et être un meilleur citoyen pour la planète. On est vraiment, c'est notre focus pour les prochaines années. Ici, concrètement, là, une couple d'initiatives qu'on a fait dans les dernières années. Puis là, on essaie de les brander depuis cette année sous le parapluie Verco, qui est l'ensemble de nos pratiques qu'on fait qui sont durables. Une des premières choses que je voulais qu'on parle, c'est notre ferme biologique, Juliette et Famille. C'est une ferme qui est de l'autre côté de la rue de l'usine. On fait des paniers maraîchers biologiques pour nos employés, puis pour des employés d'entreprises partenaires qu'on a qui sont dans la région. Donc, on sensibilise les gens à l'agriculture durable, l'agriculture de proximité. C'est une façon pour nous de faire mieux pour la planète, puis ça nous parle beaucoup. OK. On a aussi investi beaucoup à développer des nouveaux produits, des nouveaux procédés, du nouveau béton qui est plus écologique. On va en parler un petit peu plus tard. On a aussi développé un partenariat avec Carbicrete pour être le premier manufacturier au monde à fabriquer des blocs carbonégatifs. Puis on a aussi fait l'acquisition d'une compagnie qui fait des lampadaires à énergie solaire. Fait que ça fait pas mal le tour de nos... Un beau parapluie. Oui, exactement. Si on parle de Carbicrete, qui est un partenaire avec qui ça fait presque 6 ans qu'on a commencé cette belle aventure-là, pour nous, c'était vraiment le futur. Puis on s'est dit, on veut être les premiers à aller dans une technologie comme ça. C'est vraiment, on est les premiers à faire un bloc de béton qui est carbonégatif. Puis le carbonégatif, on va faire un petit cours de... Chimie 101. Chimie 101. On va faire un cours de chimie 101. Quand on fabrique un bloc standard de béton, c'est assez simple. On mélange du sable, de la pierre, de la poudre de ciment puis de l'eau. Puis la poudre de ciment, c'est comme la colle qu'on met qui fait que le mélange se tient puis il durcit. Ce ciment-là, pour le fabriquer, ça prend énormément d'énergie. Fait qu'il faut appliquer beaucoup de chaleur. Donc, ça émet beaucoup de GES. Donc, les blocs conventionnels en béton émettent, vu qu'on utilise du ciment, c'est une industrie qui est polluante. Donc, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le ciment par un résidu d'acierie qu'on appelle du laitier de haut fourneau ou du slag en anglais. Mm-hmm. Donc, quand on fabrique de l'acier, dans le coin de Sorel, justement, à Contrecœur, où tu habites, c'est un résidu, c'est un déchet industriel qu'en ce moment, les aciéries doivent disposer dans des sites d'enfouissement. Mm-hmm. Donc, non seulement on enlève un élément qui pollue, qui est le ciment, mais on dit, oh, by the way, vous avez un déchet, on va le prendre, nous autres, on va le revaloriser dans un bloc de béton, ce qui fait que là, notre empreinte passe de positif à neutre parce qu'on enlève le ciment, on prend des déchets, puis la magie de Carbicrete ou qu'elle s'opère, c'est vraiment dans des chambres de cure qu'on a développé spécialement pour ce procédé-là. On vient injecter du CO2 qui est séquestré dans le bloc de béton, ce qui rend qu'il est carbonégatif. J'aimerais juste, merci pour le petit cours de chimie 101, Philippe. J'aimerais ça offrir à notre public peut-être un cours de chimie avancée, quand même. Donc, apprenons la chimie avec Audrey, parce que ce que tu as dit sur le ciment Portland, c'est tout à fait vrai. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour fabriquer le principe actif qui est dans le ciment, qu'on va aussi appeler le clinker. Oui. Le clinker est fait à partir du carbonate de calcium, donc CaCO3, et on doit enlever une molécule de gaz carbonique pour produire le clinker. Donc, non seulement on doit injecter beaucoup, beaucoup d'énergie pour le faire, mais en plus, l'équation chimique relâche
beaucoup de gaz carbonique. Donc, on utilise d'énergie et on relâche du gaz carbonique. Le ratio stoichiométrique, c'est environ 800 kilos de gaz carbonique par tonne de clinker produit. Donc, c'est vraiment énormément polluant comme produit, on va se le dire. Et le fait que la technologie de Carbicrete vous permette de ne pas injecter du clinker ou du ciment Portland dans ces blocs-là, c'est absolument phénoménal. Je pense que c'est une compagnie québécoise aussi, hein? Oui, absolument. C'est un projet de recherche qui est issu de l'Université McGill, qui ont transformé en start-up, qui s'appelle maintenant Carbicrete. Donc oui, sont venus à nos bureaux, on remonte de quasiment 6-7 ans. Ils ont déposé sur notre bureau. Voici un bloc qui n'a pas de ciment dedans. Wow, OK. Surprenant. Surprenant. On a besoin d'un partenaire pour. Là, on est capable d'en faire un, mais on veut en faire des millions. Fait que c'est comme ça que notre partenariat avec Carbicrete a commencé. Il y avait besoin d'un partenaire pour industrialiser la fabrication de blocs. Puis, est-ce que c'est tous les produits qui pourraient s'appliquer sur cette technologie-là? Une bonne partie de nos produits, on a vraiment mis l'emphase sur le bloc de construction, là, comme on voit sur la présentation. La seule et bonne raison, c'est que c'est le produit le plus fabriqué dans le monde. Donc, OK. tu sais, dans l'optique qu'on veut embellir la planète le plus possible, on va s'attaquer au produit qui est le plus fabriqué mondialement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le bloc de construction, mais les dalles, les pavés, ça, c'est tous des produits qu'on a mis dans notre roadmap pour lancer. Mais on souhaite un beau partenariat long et fructueux Oui. entre Patio Drummond et Carbicrete, mais je pense que ce n'est pas les seules initiatives que vous faites dans le développement durable. Exactement. Fait que ça, c'est, je veux dire, le poster child Mm-hmm. en bon français. C'est celui que je pense qu'il y a le plus d'attention médiatique parce que c'est quand même assez révolutionnaire. Mais on fait beaucoup de choses à ce niveau-là. On a lancé cette année une nouvelle gamme de produits. Encore une fois, issus de la revalorisation. On prend des déchets industriels qu'on remplace des matières naturelles. Donc, on fabrique du béton à 40 de matières recyclées, qui est énorme. Mm-hmm. C'est des milliers de tonnes de rejets industriels qui seraient envoyés au dépotoir qu'on revalorise à notre usine. Ce qui fait qu'on est capable de fabriquer, comme ici, on voit ces produits-là sont faits à base de 40 de matières recyclées, sont tout aussi esthétiques, durables, et en plus, sont bons pour la planète. Excellent. On a aussi fait l'acquisition de Solidel. Ça va faire 1 an et demi de ça. C'était à la base un client de Patio Drummond. Okay. Solidel était client chez Patio Drummond. On avait développé une gamme sur mesure de base de béton. En plus, on avait fabriqué un béton recyclé. Donc, le fondateur a eu des enjeux de santé. Puis, on a eu l'opportunité d'acquérir la compagnie. On connaissait absolument rien à l'énergie solaire, vraiment rien. Mais la vision d'entreprise était tellement alignée avec notre vision pour le futur de où est-ce qu'on voit les choses aller, que pour nous, c'était un no-brainer. On s'est dit, on ne peut pas passer à côté de cette opportunité-là. Ça a du sens. Fait que c'est pas mal le pitch Patio Drummond en 5 minutes. Excellent, mais merci beaucoup pour ce pitch-là, Philippe. Super apprécié. Si ça ne te gêne pas, on approfondirait peut-être quelques sujets pour notre audience. Ben oui. Vous avez repris l'entreprise, donc il y a presque 10 ans, oui. Ta conjointe, ton beau-frère et toi. Quand vous l'avez repris, c'était quoi la priorité? Mais je pense comme dans beaucoup d'entreprises familiales, la plupart de l'information, de l'expertise est dans la tête du cédant. Donc, nous, dans notre cas, il y avait une personne, il y avait un cédant. Puis c'était vraiment notre focus, c'était de sortir ce qu'il y avait dans sa tête. De un, pour essayer de pérenniser le savoir puis l'expertise. C'est quoi qui fait que Patio Drummond fonctionne bien? Mettons-le sur papier. C'était vraiment dans l'optique de pouvoir professionnaliser l'entreprise puis vraiment la pérenniser dans le temps. Puis, pardon, à quoi ça sert de cartographier nos processus, donc de mettre tout ça sur papier? Tu sais, une des choses, quand on mesure, on s'améliore. Donc, tu sais, juste le fait de faire le diagnostic puis de dire c'est quoi nos procédés, mais si on ne le sait pas, c'est quoi notre procédé, il est difficile à améliorer. En effet. Donc, à la base, on s'est dit faisons ça, mais après ça mettait la table pour toute notre transformation numérique. Fait que tout ce travail-là était la pierre angulaire pour bâtir des fondations solides pour le futur.
Donc, ce que je comprends quand tu parles de diagnostic pour vraiment bien cartographier les procédés, est-ce que c'était ce qui s'appelait à l'époque l'Audi 4.0 que vous avez utilisé? Oui, oui et non. OK. Effectivement, on était la première entreprise en région à faire l'Audi 4.0 qui était financé par Investissement Québec. Merci beaucoup. Par le ministère de l'Économie, Oui, mais effectivement. Donc, on avait commencé déjà avant le programme Audi 4.0, mais c'est OK. vraiment ça que, si on veut, qui a formalisé, puis qui a vraiment, qui nous a donné un petit peu le coup de pied dans le cul qu'on avait besoin. Ça l'a beaucoup aidé. Ça a OK. été un gros tremplin d'avoir des gens d'externe, de venir se mettre le nez dans l'ensemble de nos opérations. Ça nous a vraiment shaké, ça nous a challengé, puis ça nous a vraiment fait arriver avec une liste de choses claires où qu'on voulait focusser. OK. Puis, là, on parle de transformation numérique. Bon, souvent, les gens ont tendance à s'arrêter un peu au ERP, mais chez Patio Drummond, c'est quand même plus que ça. Oui, effectivement, tu sais, les robots, c'est souvent la chose sexy, c'est le fun d'avoir travaillé, mais on a fait des robots. On a beaucoup focusé aussi sur l'automatisation de processus, de procédés. Pour nous, qui est super important, ça va faire 8 ans environ qu'on fait de la reconnaissance de texte sur les factures, nos bons de livraison. Donc, au lieu de pitonner à mitaine, OK, on a expédié 8 palettes de telle dalle, on scanne les bons de livraison et ça se fait tout automatique. Ça reconnaît ce qu'il y a sur le bon de livraison, ça se match automatiquement, puis c'est tout fait de façon digitale. Donc, ça, c'était un gros, gros gain pour nous. Puis c'était juste un exemple des fois, l'automatisation, on rentre chez Patio Drummond, ça paraît pas. Non. Ça paraît pas, mais ça a changé notre vie, là. Puis, pour pouvoir utiliser des technologies comme ça, j'ai dit Ouais, que la transformation numérique, c'était pas seulement un ERP, mais pour pouvoir utiliser ces technologies-là, ça prend quand même un ERP qui est capable d'acquérir ces absolument. données-là. Je pense que vous avez fait une migration d'un ancien ERP vers un nouveau. Oui. On entend souvent là, des histoires qui sont plus ou moins douloureuses. Oui. Comment est-ce que vous avez fait chez Patio Drummond pour que l'expérience soit la plus délicate et agréable possible? Oui, nous, ça a été un success story. C'était un success story, puis je pense qu'il y avait les astres ils étaient bien alignés. On a vu la venue d'un nouveau directeur finance, notre CFO venait d'arriver, puis on l'a mandaté à sélectionner l'outil qu'on voulait. Fait que, je pense que ça, c'était important dans la réussite. On s'est aussi fait accompagner par des consultants qui se spécialisent dans l'implantation d'ERP pour un peu prendre nos besoins, puis un peu voir les différentes solutions qui s'offraient en fonction de nos besoins. Une des clés qui nous est, je pense, qui a fait une belle différence, c'est notre ouverture d'esprit. On n'est pas arrivé à dire, faites un copier-coller de ce qu'on faisait déjà, juste dans un autre système. On a réappris à travailler pour essayer le plus possible de se coller à l'outil qu'on allait sélectionner. Donc, souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui disent, ben non, moi, je veux charger mes palettes de telle façon, mais le système ne peut pas le faire. Donc là, on programme quelque chose qui bypass, puis c'est tout le temps ces petits à côté-là qui font que bien souvent, ça bug, puis qu'on entend des histoires d'horreur. Fait que nous, je pense que c'était vraiment la clé, c'est oui, on a fait programmer des choses, évidemment, parce qu'on a des besoins spécifiques que d'autres clients, mais on essaie de garder ça le plus simple possible, puis de se coller au système et pas l'inverse. Comme c'est un sujet qui est quand même assez sensible pour beaucoup Mhm. d'entreprises, je me permets de résumer un petit peu ta pensée, là, puis corrige-moi si je me trompe. Donc, pour s'assurer d'avoir un success story avec l'implantation de notre nouvel ERP ou notre nouveau ERP, ce qu'on veut, c'est, se faire accompagner pour faire le bon choix de solution, adapter nos processus pour qu'ils s'arriment le mieux possible à l'outil et avoir le moins de personnalisation possible sur l'outil qu'on choisit. Oui. Donc, si je résume, c'est que si on doit personnaliser beaucoup l'outil, c'est probablement parce que c'est pas le bon pour nous. C'est un très bon résumé. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toute cette transformation numérique-là? Si tu avais quelques gains à nous lister là, aujourd'hui. Là. Je vais reprendre l'exemple là, pas sexy de notre reconnaissance de texte au niveau des factures. On a, dans les 9 dernières années, on a triplé notre chiffre d'affaires. Donc, tripler le chiffre d'affaires veut dire on triple le nombre d'expéditions, on triple le nombre de factures, on triple le nombre de tout triple. Mm-hmm.
on a fait ça sans rajouter de personnel administratif. Ça, c'est seulement grâce à l'automatisation de procédés qu'on a réussi à dégager ces gains-là de productivité. Absolument extraordinaire, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Absolument. J'aimerais t'amener sur des projets peut-être un petit peu plus sexy, les projets de robots, OK, donc oui, ceux qu'on c'est peut bon. voir dans l'usine. Oui. Je pense que vous avez réalisé quand même différents projets d'automatisation chez Patio Drummond. Est-ce que tu pourrais nous parler de un ou deux de ces projets-là? Oui, on en a beaucoup. Au niveau de l'automatisation, on a fabriqué des nouvelles machines de dalles 100% customisées pour nos besoins qu'on a spécifiques à nos produits. Puis on a tout fait l'intégration de robots, de procédés, nous autres même à l'interne. OK. Fait que ça, c'était super. Puis pour nous, ce qui était important quand on a fait ça, on l'a aussi amené avec des tableaux de bord d'indicateurs de performance en temps réel. Fait que, on se dit, on se met une belle nouvelle machine, des robots, mais il faut être capable de savoir si on dégage, tout le temps ça, c'est quoi notre payback? Mais pour savoir c'est quoi notre payback, il faut être capable de le mesurer. Fait que pour nous, ça allait ensemble. On s'est dit, on va se faire une belle nouvelle usine, une belle nouvelle ligne de production, mais il faut être capable de pouvoir collecter ces données-là, les analyser pour voir la rentabilisation de nos investissements. Là, peut-être que ton CFO ne sera pas fier de la question que je vais te poser, OK, Oui. mais je prends une chance. Oui. C'est super, là, les tableaux d'indicateurs de performance que vous avez intégrés, mais est-ce que je comprends que vous avez fait ces investissements-là avant ou même sans même de faire de calcul de ROI? Vous êtes allé, on y va, go? Oui, puis non. OK. Je pense, comme tout bon entrepreneur, à un moment donné, il faut se lancer. Mais définitivement, je pense que ça fait assez longtemps qu'on est dans le domaine. On sait, puis mettons, la nouvelle ligne de fabrication, c'était une évolution d'une qu'on avait déjà. Fait que, on ne partait pas de zéro, donc on était capable quand même de chiffrer les gains au niveau, disons, de productivité de main-d'œuvre, aussi de cadence de fabrication. Donc, on est assez hands-on pour le voir, sans même le calculer, mais évidemment, on l'a calculé parce que quand on dépense des millions, à un moment donné, il faut justifier. il faut justifier c'est quand que ça va être rentabilisé. Donc, c'est un mix des deux. OK. Je t'amène sur un projet très particulier que vous avez fait chez Patio Drummond, un projet pilote qui a été déployé par Investissement Québec qui s'appelle le parcours productivité main-d'œuvre. Donc, très rapidement, le parcours productivité main-d'œuvre, c'est un parcours qu'on a choisi de déployer tranquillement là, avec quelques entreprises pour voir là, la rétroaction dans le fond puis comment on peut améliorer ce programme-là, de sorte qu'on peut limiter la pression sur la main-d'œuvre en arrimant les besoins en automatisation puis en technologie avec les besoins de formation en main-d'œuvre. Donc, rapidement, là, c'est un petit peu l'essence du programme. Vous avez été parmi les pionniers à utiliser ce parcours-là. Oui. Comment ça s'est passé? C'est drôle parce que c'est comme si Investissement Québec était dans notre tête. Puis ils se sont dit. On est Big Brother. Ouais, on va faire ce programme-là pour Patio Drummond. C'était tellement aligné avec les enjeux qu'on vivait. Pour moi, quand on s'est fait proposer de participer à ce projet pilote-là, c'était comme. On n'en revenait pas. C'était comme c'était pour nous, là. C'était pour nous. Puis, il y a plein d'autres entreprises au Québec qui vivent la même réalité que nous autres. Donc, c'était vraiment rafraîchissant de voir que Investissement Québec aussi avait cette vision-là de quand on implante des nouvelles technologies, mais il faut que les humains qui opèrent ces technologies-là suivent. Donc, ça, c'était nous autres un gros constat dans les dernières années. On investit dans des robots, des machines, plein d'affaires, mais il faut investir autant, si même pas plus, dans les humains qui s'occupent de faire fonctionner tout cet écosystème-là. Donc, ce que je comprends, c'est que ce parcours-là vous a permis peut-être de mieux capitaliser sur les investissements en machines que vous faites en offrant la formation adéquate à vos gens là, pour pouvoir donc vous capitaliser à la fois sur les machines et sur les talents qui sont déjà disponibles à l'interne, si je comprends bien. Absolument. Oh, oui, c'est vraiment de prendre, dépendamment là, des cellules de production qu'on avait, quand on s'est mis à faire l'analyse, il y a des machines qui étaient utilisées à 60-70% juste parce qu'on n'avait pas soit une bonne connaissance technique de la machine ou on n'avait pas peut-être les bonnes personnes en place ou les personnes n'étaient pas adéquatement formées. Okay. Donc, les gains, le payback est assez rapide. OK. Ouais. Et
J'aimerais ça que tu nous parles peut-être, parce que là, je comprends que vous avez fait quand même plusieurs projets d'automatisation dans le temps. Outre une augmentation là, de la cadence ou du nombre de produits fabriqués, est-ce qu'il y a d'autres gains que tu as pu observer avec ces investissements-là? Mais c'est sûr, tu sais, la fabrication de produits de béton, c'est des produits lourds. C'est quand même un environnement qui est, tu sais, qui est difficile. C'est quand même, tu sais, c'est poussiéreux. Donc, nous, d'automatiser certaines tâches, surtout comme mettons, au niveau de la manutention, ça a été vraiment un game changer pour nous. Tu sais, il y a des tâches que historiquement on faisait manuelles, mais maintenant, c'était plus fait manuel. C'est un robot avec, tu sais, au niveau santé, sécurité, au niveau de tu sais, de la qualité de travail des employés, de pouvoir étendre les quarts de travail. Tu sais, quand la personne, ça fait 2000 dalles qu'elle démoule à mitaine, ben là, tu dis, hey, tu peux-tu faire un petit peu d'over? Ben, elle va te dire, ben, c'est assez. Pas Là. tellement, non. Mais le robot, il est capable. Fait que, tu sais, ça aussi, ça nous permet plus de flexibilité, des horaires plus longues, de travailler la fin de semaine. Donc, pour nous, euh, c'était vraiment bien. Je me permets une hypothèse, Oui. Philippe, puis dis-moi Oh. si je me trompe, OK? Est-ce que ça vous a ouvert un autre bassin de main-d'œuvre? C'est-à-dire que, étant donné que les produits sont très lourds, j'imagine que, là, sans vouloir discriminer personne, physiquement, vous recherchez peut-être là, des gens avec un gabarit un peu plus fort. Donc, est-ce que ça vous a ouvert un bassin de main-d'œuvre qui ne répondait pas nécessairement à ces critères physiques-là? Absolument. L'hypothèse est très bonne, puis c'est très vrai. Puis on le voit, ça nous donne vraiment une belle diversité de main-d'œuvre que historiquement, oui, c'était plus des gens physiques, que là, on a vraiment, ça nous permet d'ouvrir le bassin. Puis aussi, souvent, ça ouvre des compétences différentes de gens que historiquement, ben, on avait qu'on rencontrait pas là. Puis, bon, j'entends là, beaucoup de gains, beaucoup de positifs par rapport au projet d'automatisation. Comment est-ce que ça a été perçu à l'interne? Parce Ouais. que souvent, on entend Ah, les robots vont tous prendre nos jobs. Puis Mhm. j'entends que les robots ont en effet pris la job de certaines personnes. Donc, comment ça a été Oui, perçu à oui, l'interne? ben heureusement que ça a pris la job des gens qui pilaient des dalles de béton à mitaine. Dans notre cas, c'était facile. Il n'y a pas eu de gestion de changement ou de sensibilisation parce que on venait tellement améliorer la qualité de travail des gens que pour nous, ça n'a pas été un défi. On a eu de la gestion de changement au niveau de faut les gérer, ces robots-là, ces machines-là. Puis là, dépendamment, on avait peut-être des opérateurs excellents, mais vraiment pas technologiques. Donc, ça aussi, il a fallu, c'est plus à ce niveau-là de gestion de changement qu'il a fallu. Il n'y avait pas de crainte à intégrer cette nouvelle technologie-là, mais il y avait une peur de peut-être pas être à la hauteur au niveau technologique. Mhm, mhm. Puis, avant de passer au segment avec les questions de l'audience, donc je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions dans la section clavardage située à droite de votre écran. Puis là, vous me voyez pointer à droite, là, mais en réalité, je ne sais pas c'est de quel côté. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la section clavardage. Je les aurai à mon écran et je vais pouvoir les poser en votre nom. En terminant, donc avant de passer aux questions de l'audience, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais. Je me fais souvent poser la question, on parle beaucoup de l'innovation chez Passio Drummond dernièrement, puis comment vous avez une culture d'innovation? Puis moi, ce que je dis, ce qui fait notre force, c'est on est des gens d'action. Puis on n'en parle pas un an de temps, on le fait, on se plante, puis on apprend de ça. Fait que moi, le conseil, c'est faites de quoi. Je sais pas quoi, mais faites quelque chose. Ça a le mérite d'être très clair Oui. et d'appeler à passer à l'action, en effet. Oui. Donc, j'inviterai maintenant les gens à la maison à nous poser les questions dans la section clavardage, le temps que vous puissiez retrouver vos claviers et formuler votre question. J'attire votre attention sur une diapositive que vous avez peut-être pu observer pendant la période là, où vous étiez peut-être en attente avant le démarrage de cette classe de maître-là. Où on présentait les services d'Investissement Québec. Donc, vous nous connaissez probablement pour les services de financement. Investissement Québec a toujours été connu pour ses services en financement, en équité, en capital de risque et en garantie de prêt. Mais saviez-vous que depuis 2020, Investissement Québec avait aussi ajouté à son arc différents conseils d'affaires. Donc, beaucoup d'accompagnement
en stratégie, conseil d'affaires et également avec l'équipe innovation, tout ce qui est le support technologique et accompagnement technologique grâce à une centaine d'experts dans différents domaines de sciences et génie qui vont œuvrer dans différentes fonctions de l'entreprise, que ce soit pour de l'automatisation, de la transformation numérique, du développement durable également, ou même de l'amélioration de produits. Donc, très facile d'entrer en contact avec nos experts. Vous pouvez prendre contact avec le représentant de votre région. Si vous n'en avez pas un d'assigné ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à utiliser notre site Internet investquebec.com où vous retrouverez un formulaire de contact et le représentant approprié prendra communication avec vous dans les meilleurs délais. Donc, puis, Audrey, je peux me permettre, on a vas-y. utilisé les services d'innovation du CRIC, par exemple, entre autres, pour l'implantation de plusieurs de nos projets. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ben, merci beaucoup pour ce Vraiment. témoignage-là, Philippe. Puis, tu l'as bien mentionné, donc le CRIC a fait partie de la fusion avec Investissement Québec. C'est maintenant l'équipe innovation chez Investissement Québec. Donc, je suis vraiment contente, Philippe, qu'on ait pu vous aider dans le déploiement de vos projets. C'est vraiment apprécié là, de ce témoignage-là. Donc, je vois que les questions commencent à rentrer. Merci à tous de bien vouloir participer avec nous. Tu prends des bonnes questions, là, j'espère. Là. Oui, Okay. non, je l'ai choisi pour toi, Philippe, OK, mais bon. je tiens juste à mentionner, par exemple, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, il y a un courriel qui sera envoyé à la fin de l'événement avec l'ensemble des questions et des réponses. Donc, vous retrouverez là, toute la documentation appropriée pour lancer vos propres projets. Est-ce que votre béton carbonégatif conçu avec Carbicrete aurait le potentiel pour être utilisé sur tous vos produits éventuellement? Et c'est une question en 2 volets. Oh, OK. Et sinon, quel serait le prochain verrou technologique ou enjeu à adresser sur ce projet? La question est excellente. En ce moment, on fabrique, je vais vous faire ça assez facile, 2 types de béton. On a ce qu'on appelle un béton sec, qui est, par exemple, une machine à pavé ou une machine à bloc quand on fabrique des blocs, qui n'a pas beaucoup d'eau dans le mélange. Puis on a du béton hydraulique qu'on appelle qui a beaucoup d'eau. Donc, quand on coule, par exemple, des fondations de maison ou un trottoir, c'est du béton hydraulique. OK. L'enjeu technologique qu'on a avec la technologie Carbicrete pour venir faire le processus de carbonation, il faut retirer de l'eau dans le béton. Donc, plus qu'on met d'eau, plus que c'est difficile et c'est long. OK. Fait qu'en ce moment, notre choix de focus de développement technologique est de focuser sur les produits de béton sec. Donc, l'ensemble des produits qui sont faits en béton sec, que ce soit une bordure, un pavé, va être facilement, on va pouvoir l'intégrer à la technologie Carbicrete facilement. Ce qui est béton hydraulique, on va y arriver, mais c'est pas pour l'année prochaine, puis c'est voulu. On veut vraiment focuser nos efforts sur, en ce moment, qu'est-ce qui est technologiquement plus facile. Là, je veux juste peut-être apporter une petite précision là, par rapport à la question. Ce que je comprends, c'est que la technologie Carbicrete, elle est développée par Carbicrete elle-même et Oui. pas nécessairement par vous. Donc, vous l'appliquez dans vos opérations. Exact. On est comme un peu, c'est une relation un peu bizarre qu'on a, nous et Carbicrete. Carbicrete qui a développé la technologie, puis eux, leur modèle d'affaires, c'est de vendre des royautés à des manufacturiers comme Passio Drummond partout dans le monde. OK. Fait qu'eux, mais il y avait besoin d'un partenaire, vu que c'est des recherches, ils font de la recherche à la base, ils avaient besoin d'un partenaire pour industrialiser le processus. Fait qu'on les a aidés à développer le processus, mais en même temps, on devient leur premier client. Ils sont vraiment en ramp-up. Là. Exactement, c'est ça. Un pilotage. Oui. En français, pilotage. Exact. Je reviens sur sur le concept d'automatisation. On a une excellente question ici qui est souvent une inquiétude de beaucoup d'entreprises qui veulent aller vers l'automatisation. Produire plus grâce aux robots, oui, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous et comment est-ce qu'on s'assure de maintenir cette qualité-là tout le temps? Oui. Mais tu sais, dans l'intégration, on parle des robots, mais souvent quand on fait une ligne de montage automatisé, mais il y a d'autres équipements automatisés qui font ça, vu que la cadence va plus vite. Mais disons qu'historiquement, le contrôle qualité se faisait visuellement. OK. Fait que, disons, OK, on regarde, la dalle, elle a un défaut, mais on la déclasse, puis on l'enlève de la production. Mais étant donné, en accélérant la cadence de fabrication, on n'a pas le choix de se mettre en place des nouveaux outils, par exemple de l'imagerie 3D pour voir les fissures en surface de dalle, des coins cassés. Donc, pour être capable
ne pas ralentir la cadence de production, puis s'assurer d'un bon contrôle qualité. Fait que ça va ensemble, là. C'est vraiment de trouver le juste milieu, mais avec une cadence accélérée, effectivement, le défi, c'est que si la qualité est pas au rendez-vous, tu en fabriques rapidement. Tu fabriques des dalles pas belles rapidement. Donc, il faut trouver une façon d'être capable de les déceler rapidement puis de le corriger. Fait que ça, c'est pour ça qu'on a intégré des technologies pour ça. Je me permets aussi de faire un pont avec la prochaine question que je m'apprête à te poser. Je veux m'automatiser. La première chose à faire, c'est quoi? Puis je pense que cette question-là peut aussi être arrimée avec celle au sujet là, de la qualité. On a une ressource chez nous avec beaucoup d'expérience en automatisation qui dit que la première chose à faire quand on veut s'automatiser, c'est de bien connaître ses processus, ce que vous avez fait chez Patio Drummond, parce que si tu ne maîtrises pas ton procédé de fabrication, tu fais de la scrap plus vite puis en plus grande quantité. Exact. Donc, ça revient un petit peu à la thématique que tu disais, mais suite à bien connaître puis bien maîtriser son procédé, c'est quoi la première chose que vous avez fait chez Patio Drummond quand vous avez voulu vous automatiser? On a parti à quelque part. Tu sais, comme je disais, un peu le just do it, là, on a fait quelque chose. Fait qu'on a commencé, on implante une petite, disons, une ventouse à air pour démouler. Ah, mais OK, parfait. Ah, cool, on gagne de l'efficacité de 10%, mais là, ça brise à tous les 3 jours. Oh, OK, ben là, brise à 3 jours, ça prend une journée pour le réparer. Fait qu'en bout de ligne, innovation qu'on pensait, ben finalement, on met ça aux poubelles, on en refait un autre. Fait, tu sais, c'est vrai, c'est de partir. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est où qu'on est aujourd'hui, c'est qu'on en a fait plein de. Tu sais, on s'est planté, là. Tu sais, là, c'est le fun. On parle là, des succès, mais il y en a eu pas mal de choses aussi qu'on a appris, là. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on présente comme ça à la télé, on parle principalement là, des succès puis des trucs wow qu'on a fait. S'il y avait quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans les projets que vous avez faits? Pas de regret. Un des choses, je pense que c'est drôle, j'avais une entreprise qui est venue nous visiter, justement, ils veulent se mettre des tableaux de bord automatisés en temps réel de leur productivité. Puis je dirais des choses que je referais différemment, c'est souvent en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on prend le fardeau de développer ces nouveautés parce que souvent, on n'a pas de département d'ingénierie, on n'a pas les. Fait que là, on se dit, OK, ben là, on met ça sur nos épaules. Puis on se dit, ben en plus, on pense qu'on va être capable de faire ça en plus de tous nos jobs qu'on a déjà. Toute autre tâche connexe. Exactement. Fait que souvent, ça retarde l'implantation des projets. Fait que, tu sais, puis moi, je l'ai vécu personnellement quand on a implanté des nouveaux tableaux de bord. J'ai fait exactement ce que je dis de pas faire. C'est OK, c'est moi qui vais le prendre, je vais le chapeauter, mais bien souvent, ça prenait le bord. Fait que là, les semaines sont devenues des mois. Fait qu'au lieu peut-être de lancer en dedans de 3-4 mois, ben, ça a pris 8, 9, 10, 12 mois parce que c'était moi le bottleneck, là. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment de déléguer quelqu'un qui va être dédié à faire ces innovations-là ou ces améliorations-là. Ou un mix, mais tu sais, de penser que tu vas être capable de tout le faire toute seule, tu sais, peu importe la grosseur d'entreprise, je pense que c'est pas réaliste. Ah, ça a du sens, ça a du sens. C'est quelque chose qu'on voit aussi souvent Ouais. dans les entreprises. Autre très bonne question aussi, je reviens sur le ERP. Oui. OK, je t'avais dit que c'est un sujet sensible, ça. Hein? Donc, comment fait-on pour continuer de produire, de livrer, tout en travaillant à s'automatiser, à cartographier nos processus, puis en même temps implanter un ERP? C'est pas évident. C'est pas évident. Puis je pense, ça fait aussi partie, tu sais, je ne l'ai pas dit là, dans un de nos succès de ERP, puis on a fait d'autres implantations de technologie, c'est souvent, on se garde une bouée de sauvetage. Là, ben là, on va continuer à utiliser les 2 systèmes en parallèle, là, le temps. Puis, nous autres, de notre côté, quand on passe, on passe. Fait que vous avez vraiment fait un shutdown sur l'ancien. Là. Exactement. Fait que ça, je pense, ça nous a aidés, puis ça nous force. Je veux dire, là, tu n'as plus ta béquille, là. Fait qu'on la béquille, on l'a enlevée, puis je pense que ça nous a aidé à mieux assimiler ces nouvelles technologies-là. Puis, à un moment donné, le lendemain, la fille aux expéditions, ben, elle a un nouveau système, puis il y en a l'autre qui n'existe plus, ben, c'est sûr qu'elle va peut-être un petit peu sacrer, mais au moins, on est là. Fait que ça se fait. Fait que je pense que pour nous, ça n'a pas été un si gros enjeu de tout jongler. C'est sûr que ça fait. On essaie de bien timer nos changements pour ne pas non plus toutes les faire en même temps, là. C'est vraiment dommage que la phrase Just Do It ait déjà été choisie par une autre entreprise parce que ça serait bon pour Patio Drummond aussi. Effectivement.
Autre très bonne question, je reviens sur le sujet de l'automatisation. Donc ici, on a quelqu'un qui a plus un portfolio d'opportunités. Donc, je pourrais implanter plusieurs robots, mais donc, c'est pas possible de les implanter tous en même temps là, pour des raisons qu'on connaît. Comment choisir le premier robot à installer? Comment, dans le fond, choisir la première opportunité? Ben, tu sais, moi, c'est lequel qui va donner le plus de gains. Parce qu'en bout de ligne, si tu connais bien ton procédé, disons que tu as des stations d'assemblage, mais c'est où qu'en ce moment qui fait que qu'est-ce qui ralentit ta production le plus ou c'est où que tu aurais le plus gros gain? Moi, c'est là. Donc, trouver les goulots d'étranglement les Exactement. plus. Moi, c'est là que j'irai en premier. Tu sais, oui, tu peux en mettre 6, mais si tu en as un à mettre, c'est quel qui est le plus payant? Ben, c'est ça là Est-ce que je que, prendrais. puis là, je me permets de faire l'avocat du diable Oui. ici. Donc, on parle celui qui il va résoudre là, le plus gros goulot d'étranglement. Est-ce que ça pourrait aussi être le plus gros enjeu santé-sécurité? Supposons que j'ai un enjeu là, avec un Ben, poste qui est difficile. Ben, tu sais, oui, tu sais, je pense qu'il y a des choses comme la santé et sécurité qui est, tu sais, c'est moins, là, on va dire, le payback sur la santé et sécurité, mais ça fait partie des valeurs. Puis, je veux dire, s'il y a un poste de travail qui est dangereux, ben, tu sais, je pense qu'il faut trouver des solutions. Puis, si la robotisation peut aider ça, ben, oui. Là, fait que, je pense que c'est pas tout le temps le ROI En argent. en argent, mais tu sais, c'est quoi le ROI global pour l'entreprise qui va avoir le plus gros impact? Fait que moi, c'est là que j'irai en premier. Donc, vraiment de prioriser en fonction là, de Ouais. certains facteurs, pas nécessairement Ouais, l'argent c'est ça, pas tout le temps monétaire. Quand je dis payant, là, c'est payant pour pour l'entreprise, l'entreprise. les employés qui travaillent. C'est quoi OK. qui va faire que, oh, wow, OK, ça a vraiment aidé. Je reviens sur le béton là, de Carbicrete. Donc, les gens sont quand même assez intéressés. Ils se questionnent beaucoup sur est-ce que c'est plus cher? Est-ce que vous en vendez beaucoup? Oui. Ben, la question est bonne. Je fais beaucoup le parallèle avec l'industrie d'automobile électrique. Mhm. Donc, en ce moment, on a lancé au mois de septembre 2023. Fait que, c'est quand même assez récent qu'on a commencé. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet, mais la commercialisation, elle vient tout juste de débuter. Là. OK. Ça fait même pas un an. Donc, pour partir, étant donné qu'on n'a pas des gros volumes de production, on utilise le modèle de early adopter. Tu sais, les gens qui vont être prêts à payer plus cher, qui sont prêts à payer plus cher. Donc, de notre côté, en ce moment, on charge un premium pour le bloc. Mais l'objectif, c'est plus que la courbe de volume va augmenter, nos coûts de fabrication vont descendre. Puis à terme, l'objectif, c'est de pas que la personne n'ait pas une premium verte associée au produit. Donc, en bout de ligne, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu vas acheter pour le même prix, t'achètes-tu le produit vert, tu achètes le produit polluant? La réponse est assez facile. C'est là qu'on veut se rendre. On n'est pas là, mais dans ce ramp-up-là, c'est comme ça qu'on va y arriver. Là. Donc, éventuellement, quand les ventes vont vraiment décoller, il va y avoir une certaine économie d'échelle sur le procédé, puis Exactement. les prix là, vont commencer à baisser. Exactement. Je pense que présentement, donc, vous mentionnez dans la présentation, c'est vraiment les blocs de béton qui sont faits avec cette technologie-là. Oui. Éventuellement, vous voulez déployer ça à vos autres produits aussi? Oui, exactement. Puis l'objectif, c'est même d'avoir une usine complètement convertie à la technologie Carbicrete. C'est ça notre objectif. Là. OK. Oui. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Eh bien, il y avait un deuxième point à la question. Je pense que ça a été un petit peu adressé. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Comme vous avez commencé en septembre, j'imagine que c'est encore en ce moment, émergent. notre gros défi, c'est qu'on est limité. La magie s'opère dans des chambres de cure spécialisées. Ah, d'accord. Ces chambres de cure-là prennent de la place, coûtent cher. Fait qu'on n'en a pas des tonnes. Donc, on est limité par ces chambres de cure-là. Okay. En ce moment, tu m'appelais, j'ai besoin de 5 millions de blocs Carbicrete. En ce moment, je ne les ai pas. OK. Est-ce qu'on va les avoir éventuellement? Mais on est en train d'installer une autre chambre de cure dans les prochaines semaines. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter la capacité de production dans le temps. Tout va s'arrimer, mais en ce moment, on est limité par les chambres de cure. OK. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un ramp-up de la production de ces blocs-là. Par contre, il y a quand même des investissements importants en termes d'équipement, les chambres de cure qui doivent être faits pour pouvoir déployer cette technologie-là davantage là, dans les Absolument. Dans les espaces là, de Passio de Romane.
J'ai une question ici. On parlait là, de regrets puis d'erreurs. Là. Comment Ouais. minimiser les erreurs dans justement le processus d'essai-erreur? Est-ce qu'il y a Ouais. des trucs qu'on peut faire là, pour éviter justement ça puis d'avoir une feuille de route peut-être un petit peu mieux Ouais. définie? Là? La question est vraiment bonne, puis je pense que ça, c'est une des choses qu'on a à s'améliorer. Tu sais, je pense dans notre optique, on est très vite à essayer des choses. Bien souvent, ça a on va dire, le défaut de euh, on y pense moins longtemps. Donc, des fois, il y a peut-être des erreurs qu'on aurait évité avoir pensé un peu plus longtemps. Fait que c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Mais en ce moment, je ne peux pas dire qu'on a trouvé la formule magique, mais c'est l'envers de la médaille. Fait que, on essaie puis on essaie de prendre les plus grosses erreurs comme exemple pour ne pas les reproduire. Je me permets là, d'amener une hypothèse. Tu disais peut-être y penser plus longtemps, ça nous empêcherait de Mhm. faire les erreurs. Est-ce que ce serait possible peut-être de se faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur qui a peut-être une expérience différente ou variée qui permettrait de... Absolument. Le CRIC, c'est le meilleur exemple. On a utilisé le CRIC. Au début, on s'est dit, on n'a pas besoin d'eux autres. Non, mais c'est vrai. C'est quoi C'est honnête. qu'ils vont nous apprendre à faire des dalles de béton? Ils n'ont jamais fait de dalles de béton. Mais tous les échanges, effectivement, ils ne connaissent pas comment faire des dalles de béton. C'est vrai. Mais en même temps, ils ont beaucoup d'expérience au niveau des procédés, au niveau justement de poser les bonnes questions. Dans le fond, on a des angles morts parce qu'on est tout le temps été habitué de faire les choses comme ça. Fait que je pense que c'est important. Là, puis l'exemple du CRIC, c'est le meilleur exemple. On n'avait pas besoin d'eux, mais en même temps, les avoir intégrés dans notre processus, ça l'a aidé beaucoup. Là. Donc ça, c'est un genre de petit bijou qu'on ne sait pas qu'on a besoin. Là. Exactement. Le parcours productivité main-d'œuvre a suscité aussi de l'intérêt. On a quelqu'un qui nous demande pouvez-vous expliquer concrètement comment vous avez été accompagné dans le parcours productivité main-d'œuvre? Ben, tu sais, je ne sais pas à quel point on veut, c'est parce que c'est quand même un projet pilote, là, je ne sais pas, on va aller dans les détails, mais l'objectif du programme, c'est de pouvoir former de la main-d'œuvre spécialisée pour tous les projets d'automatisation puis De déploiement technologique. de déploiement technologique, exact. Fait que, ça va vraiment du départ, du diagnostic. Fait que, on va en entreprise, un peu comme l'Audi 4.0, mais au niveau ressources humaines, c'est quoi les pistes d'amélioration, c'est quoi les faire attention. Donc, ça commence par un diagnostic, puis après ça, ben, il y a tout dans le parcours, ben, un coup que le diagnostic est fait, c'est quoi qu'on fait. Après ça, on pose des actions concrètes, puis après ça, on fait un retour sur qu'est-ce qu'on a fait, de voir si ça a eu un impact. Donc, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur les talents qui sont déjà à l'emploi de Passio Drummond Oui. Et je reprends l'expression ramp-up, eux, les faire monter Absolument. en compétences pour pouvoir utiliser Absolument, les c'est technologies. différent, mais pour les gens qui ont fait l'Audi 4.0, puis je ne me rappelle plus c'est quoi le nouveau nom, il faudrait le savoir. Là. Un plan numérique. Ouais, le plan numérique, c'est un peu le même principe, mais axé sur l'humain. Moi, c'est comme ça, je l'expliquerais. À haut niveau. À haut niveau, c'est comme ça, mais vraiment axé sur les ressources humaines. Je vois le temps qui file. Je te pose une petite question en rafale. Oui. OK? La question qui tue? Non, Non. elle ne tuera pas. Okay. C'est une question délicate quand même. Ton plus gros gain à ce jour grâce à tes robots? Hey boy. C'était supposé être en rafale. Ouais, OK, excuse-moi. Le plus gros gain, notre chiffre d'affaires qui a augmenté en rajoutant pas beaucoup d'employés. Là, je m'excuse d'être en rafale, de partir de mon truc de rafale, mais Ouais. tu dis en rajoutant pas beaucoup d'employés. Donc, vous avez triplé le chiffre d'affaires, puis vous avez rajouté à peu près combien d'employés? Mais on a moins que doublé le nombre d'employés. OK. Fait que c'est quand même significatif. Oui, parce qu'on ne fait quand même pas d'omelette sans casser des œufs. Là. Exact. Donc, il est maintenant 9h18. Fait que c'est la rafale à une question. Ouais, c'est une rafale à une question. C'est pas un gun automatique. Donc, il est maintenant 9h18. On avait promis qu'on vous laisserait retourner à vos occupations pour 9h30. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette classe de maître. J'en profite aussi pour te remercier, Philippe. Merci. L'échange a été très agréable. Merci de t'être prêté au jeu et d'être déplacé sur Montréal pour cette entrevue.
Vous allez recevoir au terme de cette classe de maître-là 2 courriels. Donc, un courriel qui va répondre aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre pendant l'entrevue, ainsi qu'un courriel de sondage qui vous sera envoyé. On vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir le remplir. Ça va nous permettre de pouvoir améliorer les différents événements qu'on déploie pour l'ensemble des entreprises du Québec. Également, au courant de la semaine ou peut-être de la semaine prochaine, l'entrevue et l'ensemble de l'événement a été enregistré. Donc, vous allez avoir accès pour pouvoir le réécouter en famille, entre amis. On ne se tanne pas. C'est comme les épisodes de La Petite Vie. Et j'espère que vous avez pu être inspiré pour passer à l'action dans vos propres entreprises. Le message de Philippe est on ne peut plus clair, just do it. Merci à tous. Lorsque j'habiterai